Vous êtes-vous déjà demandé comment pense un analyste de Wall Street? Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va décortiquer une véritable analyse boursière professionnelle. Mais attention, le but ici, ce n'est pas de donner des conseils d'investissement, non. L'idée, c'est de comprendre leur méthode. On va voir, étape par étape, comment les pros réfléchissent. Parce que la vraie question, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'un analyste passe de centaines de pages de rapports, de chiffres dans tous les sens, à une décision toute simple, on achète ou on n'achète pas? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ce processus qu'on va décrypter ensemble. Et pour notre cas pratique, on va se pencher sur une entreprise assez fascinante, Tyler Technologies. C'est un de ces leaders, vous savez, discrets mais ultra dominants dans leur secteur. Et l'analyse qu'on va disséquer, elle est d'une profondeur assez redoutable. Alors voici le plan de match. Pensez à chaque point comme une pièce d'un puzzle que l'analyste va assembler pour construire son raisonnement. On va suivre ce cheminement pas à pas. Allez, c'est parti. La toute première étape pour un analyste, c'est de répondre à une question qui paraît simple, mais qui est fondamentale. Qui est cette entreprise exactement? Alors, Tyler Technologies, en gros, c'est le champion des logiciels pour le secteur public en Amérique du Nord. Mais le chiffre qui fait vraiment s'allumer les yeux d'un analyste, c'est celui-là. Quasiment 85% de leurs revenus sont récurrents. C'est comme un abonnement de Netflix, mais pour les gouvernements. Ça rend leurs revenus hyper prévisibles, et ça en finance, c'est de l'or. Bon, d'accord, on sait ce qu'ils font. Maintenant, deuxième étape, le check-up complet. On va faire comme un médecin, on va vérifier les signes vitaux de l'entreprise. Est-ce que le moteur tourne bien? Est-ce qu'elle est financièrement en bonne santé? Et là, il faut savoir lire entre les lignes. La croissance globale, elle est solide, presque 10%. Mais le vrai trésor caché, il est sur la ligne SaaS revenu, une explosion de 20%. Pour un analyste, c'est le signal lumineux qui dit que la transition de l'entreprise vers le cloud ne fait pas que se passer, elle l'accélère à fond. Et ça, c'est un excellent signe pour le futur. Et là, on a un chiffre qui met tout le monde d'accord. 26% de marge de free cash flow. Pour le dire simplement, ça veut dire que sur 100 € de chiffre d'affaires, l'entreprise met 26 € de cash pur dans sa poche, après avoir tout payé. C'est un niveau qui est considéré comme élite. En clair, c'est une véritable machine à cash. Pour pousser le diagnostic encore plus loin, les analystes ont un petit outil dans leur boîte, le Score F de Piotrowski. Alors pas de panique avec le nom, c'est juste une note sur 9 qui synthétise la santé financière. On peut voir ça comme une sorte de note de crédit, mais pour une entreprise. Et le résultat est là, Tyler obtient un 7 ou 8 sur 9. C'est un bulletin de santé quasi impeccable. Non seulement l'entreprise gagne de l'argent, mais ses bénéfices sont de haute qualité, c'est-à-dire qu'il y a du vrai cash derrière. Et en plus, elle se désendette. Bref, les fondations sont en béton armé. Ok, la santé financière est validée. C'est coché. Maintenant, l'analyste se pose une question beaucoup plus stratégique. Est-ce que cette entreprise est une forteresse imprenable? Ou juste une jolie cabane en bois? Autrement dit, est-ce qu'elle possède ce que les pros appellent un moat, un avantage concurrentiel qui dure dans le temps? L'analyse des forces de l'entreprise montre un avantage absolument écrasant, ce qu'on appelle les coûts de migration. Il faut s'imaginer une grande ville qui utilise les logiciels de Tyler pour tout gérer, les impôts, les permis de construire, etc. Changer de système, pour eux, ce serait un cauchemar logistique et financier. Du coup, les clients de Tyler sont quasi captifs. Et ça crée une barrière à l'entrée quasi infranchissable. Mais bien sûr, aucune forteresse n'est parfaite. Et l'analyse pointe du doigt une faiblesse majeure, le prix de l'action. Le marché est déjà super optimiste sur Tyler, ce qui veut dire que son action est chère, très chère. Et c'est un risque énorme, parce qu'à ce prix-là, l'entreprise n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. La perfection est exigée. Ce diagnostic est confirmé par un autre outil, le modèle des 5 forces de Porter. Et regardez bien, la menace de nouveaux entrants, très faible. La menace de produits de remplacement, très faible. La rivalité entre les concurrents actuels, faible. C'est la description d'un environnement de rêve pour une entreprise, un marché où Tyler semble régner en maître. D'ailleurs, l'analyste ne mâche pas ses mots. Il conclut cette partie avec une phrase choc, motte infranchissable. C'est le résumé parfait. Les défenses de l'entreprise sont jugées exceptionnellement solides. On arrive maintenant au cœur du réacteur de l'analyse. On a établi que l'entreprise est de grande qualité. Ok, mais la question qui vaut des millions est combien ça vaut, vraiment? Quel est son juste prix? C'est tout l'art de la valorisation. Et là, ce graphique, il met bien le doigt sur le problème. Le ratio court-bénéfice de Tyler, qui est une mesure pour savoir si une action est chère, est quasiment le double de la moyenne de son secteur. En gros, le marché la paie comme une voiture de sport. Le job de l'analyste, c'est de savoir si elle a vraiment le moteur qui va avec ou si c'est juste de l'optimisme. Alors pour trancher, l'analyste sort l'artillerie lourde, la méthode du Discounted Cash Flow, ou DCF. En gros, c'est un calcul qui estime la valeur d'une entreprise aujourd'hui en se basant sur tout le cash qu'on pense qu'elle va générer dans le futur. Et après avoir fait tourner ces modèles, le résultat est sans appel. L'analyste arrive à une valeur juste de $673.
Or, à l'époque, le cours de l'action était autour de 455 $. Conclusion, l'entreprise serait en fait bien sous-évaluée. C'est le moment de vérité. Après avoir rassemblé toutes les pièces du puzzle, la santé, la stratégie et la valorisation, l'analyste doit maintenant rendre son verdict final. Et ce qui est intéressant, c'est que le verdict, ce n'est pas juste un acheter. Une analyse pro, c'est une analyse de scénario. Le cas de base, le plus probable, anticipe un rendement de presque 42%. Et même le scénario le plus prudent, le conservateur, table sur une hausse de plus de 26%. C'est une façon de modéliser l'avenir en quantifiant les probabilités de gain par rapport au risque. Au final, toute cette analyse, tout ce travail complexe, ça se résume en 3 piliers. 1. Une croissance qu'on peut voir venir et qui est durable. 2. Une forteresse financière avec la fameuse marge de cash et très peu de dettes. Et 3. Une volatilité plus faible que celle du marché. C'est ça, la justification de la conclusion de l'analyste. Mais une bonne analyse, ce n'est pas seulement dire ce qu'il faut acheter. C'est aussi, et c'est peut-être le plus important, expliquer ce qu'il ne faut pas acheter. Et pourquoi. C'est une étape cruciale, souvent oubliée. Parce que choisir, c'est avant tout savoir renoncer. Prenons le cas de Fiserv, un concurrent. Là, le contraste est saisissant. Pendant que Tyler confirme tranquillement ses objectifs, Fiserv, eux, annoncent que leurs prévisions sont pulvérisées, revues à la baisse de 67%. Pour un analyste, c'est un drapeau rouge géant. Le manque de visibilité, le risque que la direction ne tienne pas ses promesses, c'était tout simplement trop évident. Le cas de The Trade Desk est encore plus parlant. C'est potentiellement une fusée, une entreprise avec une croissance encore plus forte que Tyler. Oui, mais c'est une fusée instable. Son action bouge beaucoup plus, et son business est très sensible à la santé de l'économie. Tyler, avec ses contrats publics un peu ennuyeux mais ultra stables, est beaucoup plus solide. L'analyste a donc préféré ce qu'on appelle un meilleur couple risque-rendement. Moins de feux d'artifice peut-être, mais plus de tranquillité. Et voilà, on a suivi ensemble tout le cheminement d'une analyse institutionnelle, du diagnostic financier à l'évaluation stratégique, en passant par la valorisation et le verdict. Mais comprendre la méthode, ce n'est que la première étape. La vraie pensée critique, elle, commence maintenant, avec une question. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler cette belle mécanique? Quels sont les risques que l'analyste a peut-être sous-estimés? C'est sur cette question qu'on vous laisse réfléchir.